Alors je dis quelque chose ou tu dis quelque chose? Tu dis quelque chose. Moi? Tu introduis. Mais pourquoi moi? Tu le fais bien? Bon, d'accord. Non, mais si tu insistes. Bon, d'accord, je commence. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Si nombreux. Exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Bienvenue à ce week-end de transmission en psychanalyse. Week-end un peu particulier parce que c'est une première pour moi, une première pour Richard, je crois, aussi, de pouvoir transmettre de cette manière, à deux, en partant de notre pratique de nous, de notre quotidien et aussi des différents accompagnements qu'on a pu faire dans le cadre de nos vies professionnelles. Voilà. Je te laisse continuer. Oui. Alors oui, c'est une première parce que il va y avoir quelque chose dans ces 2 journées d'un laboratoire de la psychanalyse qui sort de la singularité d'un rapport analysant-analyste pour passer ne serait-ce qu'à deux analysants devant un public qui est l'analyste, sachant que cette démarche, c'est le passage vers une théorie. C'est le passage du singulier vers l'universel. Alors vous me direz, déconner deux, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Ça suffit parce que, bon, juste un exemple qui a peut-être rien à voir, mais qui a peut-être quelque chose à voir. Aristote pensait que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Et Galilée a eu l'idée d'une expérience de pensée pour voir si ça marchait, la théorie d'Aristote, que tout le monde pouvait vérifier. On laisse tomber une feuille de papier, ça prend du temps, on laisse tomber une enclume, ça prend beaucoup moins de temps. Donc il en passe par une expérience de pensée. L'expérience de pensée est la suivante: on prend un gros caillou et un petit caillou, et on les attache ensemble. Vous voyez, c'est le passage de 1 à 2. Et eh bien, si les objets lourds tombent plus vite que les objets légers, l'ensemble constitué par gros caillou plus petit caillou, c'est encore plus gros, donc ça devrait tomber encore plus vite. Par contre, le petit caillou tombant plus lentement que le gros caillou, eh bien, ça devrait ralentir l'ensemble. Donc, le résultat de l'expérience de pensée, on arrive à un système qui va à la fois plus vite et moins vite. Donc, c'est impossible. Donc, la théorie d'Aristote est fausse. Le 1 à 2 permet à démontrer la loi de la chute des corps de manière théorique, par une expérience de pensée, bien sûr, comme quoi tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. C'est ça qu'il faut préciser. Sauf que Galilée fait ça à une époque où on ne sait même pas ce que c'est que le vide, on discute même de l'existence possible du vide, et en tout cas on ne sait pas faire le vide dans une éprouvette. Bref, tout ça est parfaitement théorique, mais marche encore aujourd'hui. Eh bien, il y a quelque chose de ça, du passage de 1 à 2. Ce que Galilée conçoit à ce moment-là, c'est la loi de la chute des corps. Une loi universelle. Passer de 1 à 2, comme je disais tout à l'heure, nous sortons de la singularité totale lorsqu'un sujet va s'exprimer chez un analyste à un partage, je dirais, à deux, qui fait qu'on peut voir, enfin on espère qu'on pourra voir, qu'il y a des résonances, des choses semblables, qui laissent penser qu'il y a une structure commune qui pourrait être, je suis très prudent, de l'ordre de l'universel. C'est donc effectivement une tentative de construction de la théorie sans sacrifier le sujet, puisque nous, en tant que sujet, on va s'exprimer.
Et d'ailleurs, en tant que sujet, j'avais envie de vous parler un peu de mon parcours et comment j'en suis arrivée à être assise à cette table, finalement. Alors, ça a commencé il y a quelques années, quand j'étais au repas de famille. Les gens souvent venaient me dire, ou alors repas entre amis, venaient me questionner, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'étais assez polie, j'étais... dans la société, j'ai répondu ce qu'on attendait de moi. Dans la vie, je suis assistante sociale. Et puis un jour, je me suis posé une question en me disant, mais si j'avais répondu à cet instant-là que j'étais à l'allocation adulte handicapé ou alors au RSA, quelle tournure les conversations auraient-elles pris derrière? Parce que quand je disais assistante sociale, je pouvais broder, raconter mon quotidien, voire même raconter des choses des fois un peu terribles parce que ça me donnait une place toute particulière autour de cette table. Et là, en réfléchissant à cette question, je me disais, je pense qu'il y aurait eu un froid autour de la table et on aurait peut-être parlé à d'autres gens qu'à moi, ou alors sur d'autres sujets, mais il y aurait eu ce froid. Et je me suis dit, c'est étonnant parce que finalement, la question du métier, elle permet de parler de choses et d'autres sans vraiment parler de soi. C'est une des premières étapes dans ma vie. J'ai eu une deuxième étape dans ma vie où j'ai travaillé dans un groupe d'entraide mutuelle. Où là, j'étais en charge d'accompagner non plus des patients, non plus des bénéficiaires, non plus des usagers, mais des adhérents. Et bizarrement, pour moi, ça a changé toute la donne parce que je n'accompagnais pas pareil un adhérent associatif qu'un bénéficiaire. Alors, ça m'a encore questionnée sur, mais finalement, l'étiquette est-elle aussi importante que ça? Parce qu'a priori, oui, pour moi, vu que je me dis que j'accompagne pas pareil les gens. Et à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus sérieusement à la psychanalyse, que j'avais survolée à l'école de travailleur social. Je n'avais pas tout compris à l'époque. Et après avoir tenté une première approche avec un psychanalyste, le cadre ne me convenait pas. J'en ai trouvé un autre qui a une particularité, c'est qu'il parle de lui. Et c'est, en tout cas, j'en ai pas vu beaucoup d'autres parler d'eux comme ça. Il écrit ses rêves, les publie. Il s'agit de Richard. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et j'ai vécu 2 ans d'analyse. Maintenant, avec le recul, je le vis comme une forme d'entraînement, en tout cas à tes côtés pendant les 2 ans. Et je n'ai pas arrêté mon analyse. C'est-à-dire que je continue mon analyse et que je continuerai toute ma vie. J'écris mes rêves, je les analyse et je les publie pour qu'ils puissent être lus. Et une chose fondamentale pour moi, c'est que j'ai compris dans ces 2 ans d'entraînement à pouvoir analyser mes rêves et ce qui se passe à l'intérieur de ces rêves et de mon inconscient. C'est que ce qui compte pour moi, c'est que symboliquement, j'ai en tête un autre à qui j'adresse mes rêves. Et pour cet autre qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas ma mémoire, il n'y a que moi qui connais ma mémoire, eh bien je vais aller clarifier, expliquer, donner les détails. Et c'est en donnant ces détails que parfois, c'est pas tout le temps, donc des fois je ressens une espèce de lassitude à me dire oh là là, c'est encore ça. Mais quand même, parfois, il y a un détail où je me dis ah ouais, et je redécouvre encore des choses sur moi, nuit après nuit. Et cette volonté de transmission aujourd'hui, je suis, comment dire, c'est pas une volonté, c'est que je suis heureuse de faire cette transmission à 2, parce que ça change pour moi tout le paradigme de la transmission ou de la formation, et d'ailleurs c'est plus une transmission qu'une formation, où je n'ai pas le savoir universel, mais bien déjà le savoir sur moi, et qu'à 2, c'est là où je te rejoins, c'est de tenter de dégager une théorie, et j'espère que d'autres pourront aussi se reconnaître ou pas,
et venir du coup échanger de sujet à sujet sur ah bah chez moi c'est pas ça parce que je vois ça, et voilà, de pouvoir faire grandir les sujets aussi autour de nous. Voilà pour mon parcours et ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Je plus sois pour ce qui est de mon parcours. J'ai travaillé dans des hôpitaux toute ma vie, hôpitaux psychiatriques. Et je me suis fait virer d'un nombre incalculable d'endroits. Il me semble parce que justement j'étais attentif au sujet, alors qu'on attendait de moi que j'applique des règles censées être universelles. Par exemple, les enfants autistes ne doivent pas sortir du bureau de l'analyste. Et comme je les laissais sortir, puisqu'ils couraient partout, ils ne tenaient pas en place, c'était vécu comme une faute professionnelle grave, qui a fait que j'ai été viré, sans aucun souci de considération pour les résultats que j'avais obtenus. Quand je dis résultats obtenus, c'est-à-dire des enfants qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler, une petite fille qui ne marchait pas, qui s'est mise à marcher, bon, et plein d'autres histoires que j'ai racontées dans certaines vidéos et dans certains de mes bouquins. Et cette exclusion du gars moi-même, qui correspond à l'exclusion du sujet par les normes, hein, le fait de devoir se conformer à la norme universelle, par exemple, tu ne sors pas du bureau parce que tu es un enfant et parce que tu es autiste et donc tu dois rentrer dans le moule, ben c'est exclure ce que peut avoir de singulier, justement, ce comportement de tel ou tel enfant. J'avais cherché d'ailleurs à l'époque, parce que j'étais complètement paumé, j'avais cherché dans des centaines de bouquins qui parlaient de ce qu'on appelait autiste à l'époque, et je m'apercevais que entre ce que racontait Mélanie Klein, ce que racontait Rosine Lefort, ce que racontait Frances Tustin, et tant d'autres, eh bien, il n'y avait aucune commune mesure. Ces gens-là n'étaient pas d'accord entre eux. Ils n'étaient même pas d'accord sur la définition de ce que pourrait être un autiste. Et en plus, tout ce qu'ils racontaient, quand ils racontaient des cas, comme on dit, ça ne correspondait pas aux cas, entre guillemets, que j'avais moi-même, dont j'avais à m'occuper. Maintenant, j'ai compris pourquoi, tout simplement parce que les gens sont singuliers. Et que vouloir à tout prix faire une norme, faire une théorie en dehors des gens, en dehors des sujets, bah, ça ne peut que se casser la gueule. C'est pourquoi ici, on essaie de faire une théorie tout en conservant au sujet toute sa place. Bon, je dirais qu'ensuite, dans les écoles de psychanalyse, j'ai connu le même sort, puisque j'ai essayé d'y parler de moi, de raconter de mes rêves, etc. Et chaque fois, ça a fait scandale, parce que il y a une norme universelle comme ça, même dans les écoles de psychanalyse, on ne parle pas de soi. Pourquoi ? Étant donné que la psychanalyse, c'est quand même la restitution de sa place au sujet. Tel est du moi, comment j'entends moi la psychanalyse. Alors si d'emblée, dans les écoles, il interdit au sujet de s'exprimer, je ne sais pas trop où on va. Alors, cette histoire d'exclusion du sujet, pourquoi ? Il semblerait que ça fasse gravement peur de s'exprimer soi-même. À propos de soi, j'entends bien. Parce que les gens qui veulent s'exprimer à tout propos, ça, alors là, il y a foison. Hein, ça serait même un peu difficile d'obtenir le silence dans la cacophonie. Mais quelqu'un qui accepte de parler de soi à travers son plus intime, c'est-à-dire par exemple les rêves, mais ça peut être tout ce qui nous concerne dans l'intime, ça coince apparemment, ça ne peut être parlé que dans le bureau du psychanalyste. Ça me rappelle un colloque à Chengdu, en Chine, où justement j'avais essayé une fois de parler d'un rêve à moi, et je revois encore Rodatong,
l'initiateur de la psychanalyse lacanienne en Chine, venir vers moi, mais venir vers moi littéralement, il s'est levé de son siège en brandissant les mains comme ça, en disant non, non, pas de ça ici, c'est réservé au cabinet de l'analyste. Ah, putain con, dans un congrès de psychanalyse. Voilà, donc j'y vais plus. Mais j'essaye d'inaugurer quelque chose d'autre. Où c'est pas quelqu'un qui lit son papier savamment préparé, où il parle de tout un tas d'auteurs très savants, ou éventuellement au mieux de cas cliniques qu'il a rencontrés, mais jamais de lui évidemment. Donc là on va essayer de faire le contraire. Il y a une autre raison de cette exclusion du sujet, c'est la science. La science s'est construite sur l'exclusion du sujet. Lorsqu'on faisait de l'astrologie autrefois, ou de l'alchimie, ça voulait dire qu'on observait les étoiles, qu'on cherchait à comprendre la matière, mais c'était toujours conçu en même temps comme un exercice spirituel. C'est-à-dire que ce n'était pas décollé du sujet, de ce qu'à l'époque on pouvait appeler le sujet. En astrologie, ce qu'on cherche dans les étoiles, à la limite, c'est pas à comprendre l'univers, mais à savoir l'avenir de tel ou tel sujet. Parce qu'il aura Mars dans le 3e décan du Bélier, je sais pas quoi, et ça veut dire que, voilà. Et quand on fait de l'alchimie, eh bien l'alchimie, c'est une métaphore en fait. Ce que cherchent les alchimistes, c'est la pierre philosophale, comme ils l'appellent, et transformer le plomb en or, ce n'est jamais qu'une métaphore aussi pour se transformer spirituellement. Se purifier, être mieux, être plus en accord avec Dieu, avec ce que vous voulez. Ça, c'est selon les alchimistes. Quelquefois, ça pouvait être plus en accord avec le diable. Mais bref, c'était toujours une confusion entre le sujet et l'objet. Comme si comprendre l'objet, l'univers ou la matière, c'était comprendre le sujet. La science a véritablement commencé, je dirais avec Galilée justement, dont je parlais tout à l'heure, lorsque il y a cette séparation du sujet et de l'objet. Et donc c'est une excellente chose, la séparation du sujet et de l'objet, c'est-à-dire ici une exclusion du sujet hors du champ de la science, parce que ça permet d'aboutir à des lois universelles que n'importe quel sujet peut utiliser à sa guise, voire contester et corriger si nécessaire, mais toujours afin d'en faire quelque chose d'universel. Alors, moi je dis la science c'est une excellente chose, c'est complètement différent d'une croyance, ce n'est pas une religion. J'entends souvent des gens dire ouais mais la science elle dit ça un jour, le lendemain elle dit le contraire. Non, c'est faux. De temps en temps il y a des arnaques, des gens qui essaient de faire passer leurs expériences un peu frelatées dans l'espoir de faire un papier qui va attirer l'attention sur eux. Ça existe, mais en général, c'est très vite démonté. Et il y a des vigilances comme ça entre scientifiques qui se mettent en place et qui permettent de rectifier le tir. Et quand même, ça a des effets, puisque en 2 siècles de science, là, depuis le 19e siècle, je dirais, on a fait plus de progrès qu'en 300 000 ans d'existence de Homo sapiens ou 4 millions d'existence du genre Homo. 4 millions d'années d'existence du genre Homo. Donc ça aide quand même, ne serait-ce qu'au niveau de l'espérance de vie. Rien qu'en comparant avec le début du 19e siècle, il y a un bond inouï. Alors évidemment avec des inconvénients, à savoir la pollution, des armes hyper destructrices, le réchauffement climatique. Oui, c'est vrai, mais ce sont aussi des scientifiques qui ont alerté là-dessus et qui sont éventuellement en état de nous proposer des solutions. Ben, c'est comme tout, la science a du bon et puis du moins bon. Mais il faut bien distinguer, il ne faut pas pour cela ramener la science à une religion comme une autre. Ce n'est pas une croyance. Il y a des faits
Et il y a des théories, les théories vérifient les faits, ou les faits sont vérifiés, ou les théories sont vérifiées par des faits, où les faits induisent éventuellement à la modification de la théorie, mais ça se passe toujours dans une dialectique entre la théorie et la pratique. Ce que j'espère faire ici aussi, la psychanalyse n'est pas une science, puisque justement, elle récupère le sujet qui a été exclu de la science. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'avoir ce que j'appelle l'esprit scientifique, c'est-à-dire pas faire de la psychanalyse une nouvelle religion, une expérience spirituelle pour être mieux, plus pur, plus tout ce qu'on voudra, ce qui était le cas donc dans la période pré-scientifique. Il s'agit juste de redonner sa place au sujet. En gros, on fait une analyse pour se connaître soi-même. Souvent, on va faire une analyse au départ parce que ça ne va pas dans tel ou tel domaine de sa vie. Mais ce qu'il s'agit de faire, pour l'analyste, c'est d'orienter la personne vers quoi? Non pas une orientation de l'analyste, mais vers ce qu'est le sujet dans sa singularité. Il y a une citation de Jules Supervielle que j'aime beaucoup, qui est « Un homme tombe à la mer, lève un bras et crie « Au secours !» L'écho lui répond « Qu'entendez-vous par là ?» Alors, c'est effectivement ça, souvent, le début d'une analyse. Quelqu'un crie au secours parce que il vient d'être quitté par son compagnon ou sa compagne, parce que sa mère vient de mourir, parce que son enfant vient de mourir, parce qu'il y a des drames terribles. Il y en a d'autres moins terribles. Qu'est-ce que je fous dans ma vie? Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas vers quoi me diriger. Il y a des tas de façons d'entrer en analyse. Mais dans tous les cas, effectivement, bon, c'est une jolie métaphore. La question, c'est, vous venez m'amener votre question sous forme d'un au secours, mais qu'entendez-vous par là? En effet, il s'agit de retrouver du sens. Il s'agit que le sujet retrouve son sens. Oui. Et en tout cas, de l'accompagner à ce qu'il puisse se récupérer en tant que sujet, justement, et pouvoir parler de ce qui l'amène ici. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi aussi. Et il ne s'agit pas ensuite, dans les colloques, les écoles, etc., de réexclure le sujet pour parler juste seulement de grandes théories, ou de parler des autres. Genre, j'ai un patient qui... Non, pire, j'ai un patient psychotique qui... Bon, franchement, ce n'est pas mon vocabulaire. Ça fait partie des mots que j'ai complètement exclus de mon vocabulaire, parce que justement, ce sont des mots qui excluent le sujet. Que ça soit psychose, névrose, perversion, hystérie, obsession, etc. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet... Moi, j'aurais besoin de parler un petit peu encore de l'exclusion du sujet. Vas-y. En partant de mon histoire, c'est ce que je vais faire tout au long du week-end. J'ai vécu des exclusions depuis que je suis née. Et la toute première, en tout cas dont j'ai mémoire, c'est le soir, quand j'étais petite fille et que mes parents me demandaient d'aller me coucher. Et que continuaient à vivre leur vie, faire la vaisselle, regarder un film, voire plus peut-être. En tout cas, vivaient leur vie de couple en m'excluant, moi en tant qu'enfant, pour des très bonnes raisons, parce que petite, dormir c'est quelque chose de fondamental, mais dans la représentation que je m'en suis faite à ce moment-là, et ça continue d'ailleurs, il y a quelque chose de l'ordre de l'expulsion de moi en tant que sujet du couple de mes parents. Donc ça a été une première chose. Et je vois ô combien cette expérience, elle a été douloureuse. Je le revois encore régulièrement en rêve. Et j'ai aussi compris, via mon analyse, qu'elle était primordiale, cette exclusion, parce que du coup, ça vient toucher la question de l'interdit de l'inceste. Et c'est un corollaire qui est assez étroit. Donc ça, c'est ma première expérience avec l'exclusion de moi en tant que sujet. Après, j'ai travaillé
Et là, j'ai pratiqué l'exclusion du sujet, un peu comme tu le racontes toi brièvement sur les réunions cliniques. Moi, c'était en réunion de service où nous parlions des usagers, des bénéficiaires. Et j'ai œuvré à ça, j'ai pratiqué aussi ça, en parlant du coup des autres, sans qu'ils soient présents. Et c'est suffisant pour moi pour parler d'exclusion du sujet. On parlait d'eux sans eux. Et un jour, je me suis rendu compte que parfois il y avait des groupes de gens, d'amis, qui parlaient de moi sans que je sois présente. En termes plus ou moins élogieux. Alors quand c'est en termes élogieux, j'avoue, c'était cool quand même. Toujours est-il que c'était quand même une exclusion de moi quand même. Plutôt positive parce que gratifiante et narcissiquement intéressante. Et parfois plutôt en termes moins élogieux. Et là, je me suis dit, ouf, ça me laisse un petit goût quand même désagréable dans la bouche. Et j'aime pas bien en fait qu'on parle de moi sans que je sois présente. Et d'avoir vécu ça, enfin en tout cas, et de l'avoir analysé aussi par la suite, c'est venu modifier ma manière de concevoir le travail qui était le mien, d'accompagner des gens. Parce que je me suis dit, je ne vais pas faire à quelqu'un ce que j'aime pas subir moi. Et pouvoir prendre ce positionnement-là, de parler de moi dans la relation aux gens que j'accompagnais et non plus des gens que j'accompagnais, j'ai pu le faire timidement. Ça a été un chemin complexe parce que j'avais peur du regard des autres, de mes pairs travailleurs sociaux, parce que c'est pas exactement comme ça que j'ai été formée à l'école d'assistante sociale. J'ai découvert des collègues qui étaient heureux de pouvoir se mettre dans ce positionnement-là. Il y en a. D'autres à qui ça ne parlait pas. Donc il y a eu plus ou moins de bienveillance. En tout cas, j'ai perçu plus ou moins de bienveillance à mon égard sur cette manière de pratiquer qui, en tout cas pour moi, était complètement différente de ce que je faisais en début de carrière. Et pour conclure la question de l'exclusion du sujet, pour moi, j'ai envie de sortir cette question de l'exclusion du sujet de la morale. Parce que ce n'est pas quelque chose de bien ou de pas bien. On en reparlera plus longuement au cours du week-end. Mais par exemple, si je reprends l'exemple de quand j'étais petite avec mes parents qui me disent « Christine, tu vas au lit, il est tard ». Le fait de vivre ça, ça m'a permis de me forger une représentation de l'interdit de l'inceste. Donc il y a pour moi une fonction dans ces mouvements-là. Et en même temps, ça ne justifie pas de le faire tout le temps non plus. La vie est suffisamment fournie pour permettre à ce genre de situations qui sont utiles de pouvoir se réaliser. Et en tout cas, même si ça se produit, c'est-à-dire que moi j'ai pratiqué l'exclusion du sujet, le fait aujourd'hui de pouvoir analyser ce positionnement qui a été le mien et pourquoi aussi je l'ai fait, me permet d'écouter maintenant différemment. Et je n'ai pas de regret de l'avoir pratiqué. Je crois que j'aimerais m'excuser auprès des gens de qui j'ai parlé sans eux. Mais en même temps, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui m'a construit aussi, quand même, dans comment j'ai compris que l'exclusion du sujet, quand on écoute quelqu'un, enfin quand j'écoute quelqu'un, ben ça marche pas si je l'exclus. Je plus sois. Voilà. Je plus sois, et j'ai participé toute ma carrière, sauf la fin justement, où je me sentais suffisamment à l'aise pour refuser de participer à ces réunions, mais toute ma vie j'ai participé à des réunions comme ça où on parlait des autres en leur absence. Et là, il y a cette confusion que fait la psychiatrie. Je parlais de la science tout à l'heure, la psychiatrie se met du côté de la médecine se met du côté de la science. Alors pour ce qui est de traiter les corps
quand ils sont cassés ou malades, bien sûr, il y a eu des progrès inouïs. D'où l'aura qu'a la médecine de nos jours, effectivement. On peut dire que la médecine a remplacé, dans le cœur du social, la médecine a remplacé la religion, au moins dans nos sociétés occidentales. L'erreur de la psychiatrie, c'est de vouloir faire la même chose alors qu'il ne s'agit plus du corps, il s'agit de l'esprit. Et là, c'est d'autant plus grave de parler de l'esprit de quelqu'un quand il n'est pas là. Et de discuter pendant des heures, à se demander s'il est schizophrène, ou si c'est un psychopathe, ou si c'est un hystérique, et blabla, et blabla. J'ai rarement vu des psychiatres, et même des collègues psychanalystes, se mettre d'accord sur un diagnostic. Ça en dit déjà long sur l'objectivité de la chose. Donc il y a cette continuation de l'attitude scientifique qui continue d'exclure le sujet. Il y a eu cette bombe formidable en 1900, lorsque Freud a publié l'interprétation des rêves, où au lieu de s'occuper des autres, ce qu'il faisait jusqu'à présent, comme tout le monde, comme tous les médecins, il s'occupe de lui, c'est-à-dire il parle de ses propres rêves. Il réintroduit le sujet. Et ce faisant, lui-même ne disait pas sortir de la science. Freud est un scientifique, il se veut scientifique, et il a été amené, en tant que scientifique, à se dire, mais le seul moyen de connaître l'inconscient, c'est de connaître le mien. Parce que celui des autres, à la limite, on peut interpréter n'importe quoi, ça sera toujours valide, puisque si on le dit dans son dos, c'est pas lui qui va venir dire « je ne suis pas d'accord ». Et donc, ça se poursuit de la médecine à la psychiatrie et de la psychiatrie à la psychanalyse avec Lacan, qui, à mon avis, est revenu sur cette avancée de Freud. Alors, je retiens cette avancée de Freud parce que Freud n'a pas toujours été d'accord avec lui-même et n'a pas toujours pratiqué comme il l'a dit qu'il fallait faire dans la Traumdeutung, à savoir laisser le rêveur interpréter son propre rêve. Freud n'a pas toujours fait ça, mais au moins il l'a fait à cet endroit-là, et ça me semble ça, l'invention de la psychanalyse. Mais Lacan, à l'inverse, a laissé tomber cette voie, et il n'a jamais parlé de lui, sauf une exception, dans un des derniers chapitres du séminaire Encore, et encore, ça dure, dans la transcription, un quart de page, où il s'est laissé aller à parler de lui. Le reste du temps, c'est que théorie, théorie, théorie. Donc, dans son attitude même, de ne parler que de théorie et de ne pas parler de lui, Lacan déjà efface l'avancée de Freud. Mais dans sa théorie elle-même, ce dont il nous rabâche les oreilles, pour ceux qui sont un peu familiers, c'est le signifiant, le signifiant, le signifiant. L'inconscient est structuré comme un langage, c'est-à-dire que le sujet est parlé plutôt qu'il ne parle. Le sujet est un produit du langage, il ne produit pas du langage. C'est la théorie de Lacan. En gros résumé, hein, mais en gros c'est ça. Donc c'est encore une exclusion du sujet. Là où la psychanalyse, là où Freud avait réintroduit le sujet exclu par la science, Lacan continue dans ce mouvement en l'excluant, en disant c'est le langage qui produit le sujet. Alors bien sûr, nous sommes tous dépendants de nos parents et de ce que nos parents ont dit de nous. Et dans ce sens-là, le langage de nos parents nous a produit. Mais dès le début, une des premières paroles que prononcent les bébés, ceux qui ont bien voulu le remarquer, c'est non. Hein? Le bébé ne se laisse pas faire, dès tout petit. Hein? J'ai une image avec Zoé qui me vient, ma fille, elle a 4 ans.
Et quand je lui demande de mettre ses chaussettes, par exemple, non. Et puis maintenant, elle s'est un peu modifiée, son comportement s'est un peu modifié. Elle est plus dans l'idée de dire « tu me regardes pas, hein, tu me regardes pas ». Donc elle dit pas non, mais elle met pas les chaussettes et elle va mettre les chaussettes en dehors de mon regard et en dehors de ma présence. Et je trouve que ça correspond à ce que tu viens de dire. Exactement, elle trouve un compromis. C'est ça. Entre ce que l'autre veut et ce qu'elle veut. Voilà. On est tous dans ce conflit-là, et c'est une des raisons d'être de la psychanalyse. Arriver à dénouer ce qu'il en a été dans la façon dont on a été parlé par nos parents, et parlé par la société, parlé par les religions, parlé par la politique, etc., pour retrouver vraiment sa propre parole, être producteur de son propre sujet. Je plus sois. Elle plus soi. C'est parfait. Alors, je vais rêver un peu pour vous. C'est un rêve que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, où je me vois avec ma fille et mes petits-enfants en train de visiter les châteaux de la Loire, mais nous ne voyons pas les châteaux de la Loire comme tels, nous les voyons dessinés en ombre chinoise sur des panneaux. Et je vois comme une espèce de pluie de petites perles extrêmement fines, couler de toit en toit, de toit de château en toit de château, pour aller jusqu'en bas. Et en bas, nous nous retrouvons devant une rambarde en métal blanc, dont le milieu de la rambarde est étonnamment modelé selon une espèce d'ovale, dans lequel je me positionne pour peindre les châteaux de la Loire. Bon, dans un premier temps, et comme d'habitude, je me suis dit, je ne vais rien tirer de ce truc-là. C'est juste parce que j'ai visité les châteaux de la Loire avec ma fille et mes petits-enfants. Donc voilà, il y a une réminiscence, ça revient. Bah, comme souvent, les gens, quand ils commencent une analyse, ils interprètent leur rêve avec ce qui s'est passé la veille ou la semaine précédente. Ok. Mais ça va un peu plus loin. Ce qui a attiré mon attention dans un deuxième temps, c'est quand même, il ne s'agit que de représentation. Je parle des châteaux de la Loire, mais en fait, même dans mon rêve est une représentation. Mais à l'intérieur de mon rêve, c'est une représentation de cette représentation. C'est-à-dire, je les vois en silhouette dessinées sur des panneaux. Et ensuite, je m'installe dans cette curieuse rambarde pour peindre les châteaux de la Loire, c'est-à-dire pour faire la représentation. Alors, il y a un peu le mouvement de ce que je viens de vous dire. Les châteaux de la Loire me sont imposés par l'histoire de France, par le paysage, par la géographie. Et une fois que j'ai admis ça, la représentation que les gens peuvent en faire, qui est sur des panneaux pour les touristes, et bien après, je peins les châteaux de la Loire. Je décide de faire ma propre représentation. Et la poudre de perles fines qui se balade sur les châteaux m'a fait penser à ce sablier. Parce que le toit des tours, vous voyez, c'est pointu comme ça fait penser un petit peu aux deux boules d'un sablier, avec quelque chose qui coule, qui va d'en haut en bas, comme dans mon rêve. Alors bien sûr, dans un sablier, ça représente le temps. Et moi, je me suis dit, parce qu'il m'est venu par association libre tout de suite, que c'était plutôt quelque chose comme la libido qui coulait comme ça. Parce qu'il s'agissait de ma fille et de mes petits-enfants, et c'est de ma libido à l'égard de ma fille dont il s'agit. C'est-à-dire, on rejoint la question de l'interdit de l'inceste, mais non plus avec les ascendants, mais cette fois avec les descendants, parce que ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Parce que... je dirais comme à chaque fois que je rencontre ma fille, c'est comme si j'étais toujours en attente de quelque chose qui ne vient jamais. Bah, évidemment, ça ne vient jamais, heureusement. Ça s'appellerait un passage à l'acte. Mais je sens que je suis dans cette espèce d'aspiration que les gens sans doute traduisent habituellement par « j'aime beaucoup mes enfants ».
Ils sont tout pour moi, enfin on entend des trucs comme ça. Moi je dis c'est aussi de la libido et ça suppose du désir sexuel. Mais bien entendu, dans ce registre-là, c'est interdit, donc ça revient en rêve, sous cette forme. Ça coule. Et alors ça m'a fait penser à cette peinture de Michael Cheval, qu'on peut entendre comme, justement, le mec qui est dans l'attente de la nana. Puisque vous voyez qu'il regarde un petit sablier. Le petit sablier en vient à représenter la nana elle-même. Puisqu'il est dans cette attente de quoi ? D'un plaisir sexuel. Hein, c'est pas 36 000 choses. Et elle, de son côté, on voit bien qu'elle joue. Elle joue à se cacher plus ou moins derrière les colonnes du sablier, comme si elle se cachait derrière les haies de ce qu'on peut penser être un labyrinthe, là derrière. Et c'est ce qui se passe dans tous les rapports hommes-femmes en général, notamment dans les premiers rendez-vous, où il s'agit pour la fille d'être en retard, parce que sinon, quand même, l'autre il pourrait croire que c'est tout cuit, et qu'il faut quand même qu'il fasse ses preuves, qu'il prouve, par exemple, qu'il est capable de m'attendre. Et si jamais la fille est trop enthousiaste et qu'elle se précipite pour être à l'heure au rendez-vous, il y aura toujours une copine pour lui dire « ça va pas la tête, fais-le attendre au moins une demi-heure ». C'est fait partie un petit peu des codes qui circulent entre hommes et femmes. Et ça se poursuit par la suite parce qu'en général, monsieur a tout le temps envie de baiser et madame moins, donc il passe son temps à attendre que madame ait envie et ça se termine en général assez mal. Je dis bien en général, il peut y avoir des exceptions. C'est un point dont on échange de temps en temps avec Richard sur les histoires d'amour finissent mal. En général, il y a quand même le en général derrière. Et moi, en tout cas, ça me soulage de savoir qu'il y a le en général derrière. Voilà. Pour une petite image aussi qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire et toujours tirée de mon histoire perso. Oui, effectivement, la question de l'attente, pas tant sur l'attente du retard. Alors, inconsciemment, avec mon conjoint actuel, j'ai effectivement été en retard au premier rendez-vous et je n'ai pas fait exprès, donc ça devait être quand même sacrément inconscient. Mais je suis arrivée en retard de bien une demi-heure. Il m'a attendue. Et le deuxième endroit aussi, c'est sur la question du rapport sexuel, où effectivement, il y avait pour moi cette idée de « ah, je ne peux pas coucher le premier soir », parce que sinon je vais quand même être... C'est les salopes quoi, qui couchent le premier soir. Je ne pense absolument pas d'ailleurs que les gens qui couchent le premier soir sont des salopes. C'est dans la représentation que je me fais de moi et du regard de la société sur moi aussi. Cette idée que, il y a comme une espèce d'attente qui se met en place à cet endroit-là. Et une des techniques du coup de l'époque était de se dire, enfin toujours pareil, les copines, comme tu évoquais, c'était ne t'épile pas, parce que comme ça, du coup, si t'es pas épilé, tu ne pourras pas te dévêtir devant cet homme. Alors aujourd'hui, avec le recul, c'est autre chose, parce que ça on pourra en parler aussi, mais ma relation au poil a changé. Ce poil que je ne saurais voir il y a 10 ans, maintenant je l'assume beaucoup plus, y compris dans ma féminité. Mais on en reparlera peut-être après, d'ailleurs, du poil féminin. Voilà, c'était pour voilà. donner une image Alors, de ça. Dans mon rêve, je suis donc dans cette attente où donc j'éprouve quelque chose comme une exclusion du sujet qui rejoint ce que tu racontais de tes parents qui t'envoyaient coucher alors qu'eux, ils restaient ensemble pour faire on ne sait quoi. Et c'est un petit peu la façon dont je me retrouve dans le cadre familial, lorsque je suis avec ma fille et mes petits-enfants. C'est toujours ça. Il y a le moment où ils vont s'en aller, où elle va retrouver son bonhomme, etc. Et où je vais me sentir exclu. C'est ce sentiment issu finalement de quoi ? De l'interdit de l'inceste, tout simplement. Alors quand j'étais petit, moi c'était, comme il n'y avait pas la télé, je le ressentais très fortement, ce que tu racontes. C'est là où on voit qu'il y a des correspondances quand même. À la table familiale où tout le monde avait le droit de parler, sauf moi. Enfin moi j'étais le petit dernier,
Donc à la base, le petit dernier, il ne parle pas. Et même quand j'ai appris à parler et que j'ai grandi, etc. Et même après, très tard, adulte, jusqu'à 50 ans, quand j'étais à la table familiale et où tout le monde est réuni, ben, j'étais celui qui n'avait pas la parole. Quand j'étais petit, je ne me rendais pas compte, parce que c'est comme le poisson dans l'eau, il est tellement dedans que bah, c'est comme ça, donc il n'y a pas à s'interroger là-dessus. Et j'ai mis des dizaines d'années avant de me rendre compte de cette place qui avait été la mienne, qui est à la fois la place universelle de l'enfant qui est exclu du lit des parents, et en même temps ma place singulière qui fait que j'étais plus particulièrement exclu dans cette famille par rapport à mes frères, qui eux étaient beaucoup plus inclus quand même. Et c'est là que rentrent en jeu effectivement toutes les rivalités quand il y a des fratries où il s'agit toujours d'avoir la mère et de faire tout ce qu'il faut pour être le plus possible le plus proche de la mère, mais l'autre l'est un petit peu plus ou un petit peu moins, et c'est sans arrêt la bagarre et les rivalités. Ce dont j'étais été témoin dans ma visite des châteaux de la Loire avec mes 2 petits-enfants qui passent leur temps à se taper dessus, c'est assez pénible toute la journée. Enfin, c'est de cet ordre-là, quoi. Eux aussi, ils sont dans le qui va être le premier auprès de maman, c'est-à-dire qui ne va pas être exclu. Bon, t'as pas un truc là ? Si, j'ai un truc pour compléter cette réintroduction du sujet que tu as fait dans le rêve par la représentation que peut prendre le sujet dans le rêve. Je vais aussi, moi, rêver avec vous, enfin, vous raconter. Juste une seconde que j'ai oublié de dire dans mon rêve, cette étrange rambarde blanche dans laquelle je m'installe pour peindre les châteaux de la Loire, vu la forme et vu l'habitude que j'ai de l'interprétation de mes rêves, c'est l'utérus maternel. C'est là où ça va au-delà de l'interprétation actuelle du rêve, ça c'est l'interprétation très archaïque. C'est en me remettant dans le ventre de ma mère que je peux me refaire comme sujet et à ce moment-là peindre les représentations qui vont me convenir. Voilà. Et ça va encore plus dans le sens de ce que j'allais dire, c'est pour moi ce que tu viens d'exprimer par l'intermédiaire de ton rêve, c'est comment ce sujet dont on a dit qu'il était exclu par la science, par Lacan, des fois par la vie, et là on est en train de le réintroduire dans les rêves et d'identifier quelle représentation il prend finalement dans les rêves, en tout cas dans les nôtres. Donc pour ce faire, moi je vais vous raconter un rêve aussi. Alors, c'est un rêve où je dois partir dans un pays nordique pour aller tourner un film et je dois y aller avec une copine que je vais appeler Marie. Je parle de ça à un endroit et il y a Jimmy qui est là. C'est un grand Suédois avec des gros muscles, il est super musclé, puis très bronzé, il a un petit accent du sud, suédois, pas du sud justement. Et il explique que pour le tournage, non, c'est vachement important. Il préfère s'occuper de la technique parce que si c'est un autre, on va l'appeler Xavier. Parce que si c'est Xavier, il craint que ça ne fonctionne pas du tout. Là, dans mon rêve, je prends ma voiture, je me rends dans ma maison, a priori, enfin dans une maison qui... Il y a un chemin qui descend comme ça un peu, elle est un peu en contrebas. Et là, je retrouve ma copine Marie qui est en train d'arroser ses plantes, ses replants. Je la questionne, je lui dis « Bon, alors, t'es prête ?» Et du coup, là, il se trouve qu'il y a ma fille qui est à l'arrière de la voiture, qui est dans son siège auto. Et Marie me dit « Va falloir que tu laisses ta fille parce que c'est trop dangereux, on ne peut pas l'emmener avec nous. J'ai une voisine qui pourra la garder. » Je fais le tour de la voiture, je vais faire un bisou à ma fille. Et là, je dis à Marie, allez, on pourrait peut-être l'emmener quand même. Elle me dit, non, trop dangereux, on ne peut pas. Et d'ailleurs, ils arrivent. Il faut absolument qu'on parte. Vite, file, c'est dangereux. Donc, je monte à l'avant de la voiture. Je m'installe. Je ne vois plus le volant.
je vois plus le moteur. Enfin, en gros, je suis assise et je conduis, mais en voyant la route et sans voir aucun élément mécanique devant la voiture. Et on part. Alors, en termes d'association, là, ce qui me vient assez rapidement, c'est la question du film. Alors, à double titre, c'est que ce rêve, je l'ai fait cette semaine, ou le week-end dernier, avant que tu arrives sur Besançon. Il était question d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes filmés, et ça venait déjà, en tout cas, me travailler à ce moment-là. Mais me vient aussi l'idée que je tourne en... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Marie, elle a déjà tourné dans un épisode précédent, comme s'il y avait eu plusieurs épisodes. Donc là, ce que j'entends aussi, c'est des épisodes de ma vie. Et ma copine Marie, en fait, ce n'est personne d'autre qu'un avatar de moi-même. C'est moi qui anime mon rêve, c'est un moi qui est à côté. Donc, là, on retombe sur la question de la représentation du sujet, c'est-à-dire que le film, c'est le film de quoi? C'est le film de ma vie, finalement. Et du coup, c'est moi qui vais tourner le film. Donc là, ça rejoint la question de la représentation. Ça fait représentation, c'est un des moyens, parmi d'autres, de faire représentation. Alors après, le début du film est plutôt tranquille en termes d'émotion. Et il y a un moment donné où, pouf, ça part, et là, je me sens en danger avec quelqu'un qui arriverait, et c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qui est dangereux? C'est le bisou à ma fille qui me donne un indice, parce que dans le rêve, je me rappelle très nettement que c'est sa peau, enfin, le contact avec sa peau qui me fait dire « Oh, quand même, je pourrais l'emmener ». Donc là, on retrouve la question de l'inceste. Et c'est dangereux, l'inceste, ça se fait pas, c'est interdit. Donc c'est ce danger que ça vient, que c'est la censure, et le danger qui arrive si je franchis cet interdit. Et qu'est-ce que je risque si jamais je ne fais que de penser à ça? Tout simplement la castration, et je me retrouve dans ma voiture et il me manque le volant, il me manque tout le devant de la voiture. Donc c'est une métaphore d'un zizi que je n'aurai plus. D'ailleurs, Marie, quand j'arrive, donc mon autre moi, elle arrose les plantes quand j'arrive à la maison. Elle a un tuyau, tout simplement, dans la main, qui me rappelle ou qui me réattribue un zizi que je n'ai plus. Et on en reparlera aussi pour la suite, mais cette question de la représentation du sujet, je pense, en tout cas je l'observe dans mes rêves, elle est aussi liée à cette différence entre les sexes de il y a un zizi, il n'y a pas de zizi, comme si c'était l'amorce de cette représentation de moi, en tout cas comme si ça permettait de mettre en mouvement la découpe qui me donne une image de moi. Et en parlant de découpe, on rejoint aussi la question de la castration sur la question de la découpe imaginaire, bien entendu, parce que j'ai appris assez rapidement comment était fait le corps d'une femme, etc. Donc, et pourtant, ça n'enlève pas imaginairement ce que petite fille, j'ai imprimé dans mon inconscient. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et j'ai juste un autre petit rêve pour compléter sur les autres formes que ça peut prendre chez moi. Cette question de faire représentation. Un autre rêve, du coup. Là, je suis dans un bistrot et il y a des gens qui font la queue pour venir payer. Et un artiste qui enlève ses photographies, c'était des panneaux, une exposition photo, il enlève ses photos. Donc il enlève les représentations du mur. Du coup, j'interprète en même temps. Les photographies, il les enlève du mur. Et là, je me dis, ça va bientôt être mon tour, il va falloir quand même que je mette les miennes à la place. Donc là, une interprétation assez rapide, c'est qu'à l'époque, en plus, j'allais exposer moi-même dans ce fameux bistrot. Sauf que dans mon rêve, j'ai rajouté une deuxième pièce qu'il n'y a pas dans la réalité de vie de veille. Mais ça représente aussi mon inconscient. Ces pièces que je ne connais pas, dont je vais ouvrir les portes chaque nuit pour voir ce qui s'y passe. Et dans ce rêve particulier, j'ai cette idée d'enlever des représentations pour en remettre des nouvelles. Mais il s'agit toujours de faire des représentations. Les photos, c'est des représentations. Et un dernier rêve, assez court celui-ci aussi, je reçois un mail
qui me propose un travail, enfin qui dit que l'Aquatica cherche un travailleur social pour partir dans les fleuves européens. Et là, je me dis que je vais imprimer le mail pour pouvoir y répondre. Je lance l'impression et là, dans l'imprimante est bloqué un collier avec des perles dedans. Et le papier imprimé ne veut du coup pas sortir. Donc ça m'agace et je mets une force incroyable pour essayer de tirer ce collier de l'imprimante. Parce que j'ai besoin d'avoir le papier tout simplement. Et je finis quand même par, le rêve il dit ça à la fin, je finis par avoir la perle. Donc je ne sais pas si ça casse, si les perles partent ou pas, mais je parle d'une perle que je finis par avoir. Et l'imprimante se remet en marche. Alors, dans ce rêve-ci, il y a l'imprimante, elle imprime normalement. Donc, elle fait une représentation, en général de symboles, de lettres qui sont elles-mêmes des symboles. Sauf que là, elle est coincée, l'imprimante. Et l'association qui m'est venue, c'est que y a un truc que j'ai pas envie d'imprimer là, en fait. J'ai pas envie de revoir ça. Donc c'est comme si la représentation, elle s'était bloquée à un moment donné. Et dans le rêve, en tant que sujet, du coup, je mets de l'énergie à tirer ce collier de perles-là qui empêche Parce que, donc, il y a deux états superposés. Il y a l'imprimante, qui n'est autre qu'une représentation de moi-même en train d'essayer de faire de la représentation. Mais c'est bloqué. Et il y a une autre représentation de moi dans le même rêve qui prend le collier très très fort et qui tire très très fort, donc qui met du mouvement pour que je puisse du coup imprimer et refaire de la représentation. Donc et je suis du coup là en train, la représentation de moi qui tire, elle est nette, donc je suis bien présente et je me fais bien de représentation de moi. C'est deux états superposés de moi au même moment, dans le même rêve. Voilà. Tu veux en dire quelque chose? Non? Si. Ok. C'est des choses que j'éprouve tout le temps dans mes rêves, à savoir le moi qui voudrait faire une représentation des choses de l'inconscient, puisque j'y ai pas accès, mais j'aimerais bien y avoir accès. Donc j'aimerais bien faire fonctionner l'imprimante, et en même temps il y a le refoulement, l'autre moi qui ne veut pas entendre parler de ces choses-là, par exemple de l'inceste et de la castration, et qui bloque le système. Alors c'est particulièrement intéressant dans ton histoire d'imprimante, parce que moi j'ai fait un rêve extrêmement bref, où je voyais une imprimante qu'on jette par la fenêtre. Je suis à l'extérieur d'une maison, je vois une fenêtre ouverte, et paf, il y a une imprimante qui sort. Badabloum. J'ai assez vite compris la même chose que toi. Il y a quelque chose que je ne veux pas imprimer. Jeter l'imprimante par la fenêtre. Ça s'appelle du refoulement, tout simplement. Et puis alors, je suis sensible à ta perle aussi, puisque tout à l'heure, je parlais de fines perles qui s'écoulent. Moi, chez moi, ça s'écoulait. Chez toi, ça bloque le système. J'ai oublié de dire un truc, du coup, c'est que l'association par rapport à cette perle, ce qui m'est venu, c'est qu'avec mon mec, je ne fais pas qu'enfiler des perles. Donc il y avait quelque chose de l'ordre du sexuel aussi, avec la perle qui a le trou, et le fil qu'on met dedans, tout simplement. Voilà. Et donc ça coule, et ça fait de la libido. C'est selon comment on interprète, mais sachant qu'effectivement, les choses qui coulent, qui se déplacent, que ce soit l'eau, les perles, l'électricité, l'énergie d'une façon générale, toutes ces choses-là dans les rêves peuvent venir représenter la libido. Mais la libido, ce n'est qu'une autre représentation de ces représentations. Ça ne veut pas dire qu'il y a un fluide matériel. C'est juste la façon dont on s'accroche, nous les humains, les uns aux autres, cet élan qui nous pousse vers les autres, sexuel, et qui se présente comme quelque chose qui mouille finalement. Ou qui se déplace en tout cas, ou qui est une énergie qui nous pousse en avant. Enfin, on appelle ça la pulsion aussi.
dans la théorie de Freud. Il y a des grands théoriciens qui passent des plombes et qui déversent des fleuves d'encre pour essayer de faire la différence entre le désir et la pulsion, par exemple, ou entre la libido et la pulsion. Mais chaque fois que Freud déjà s'était interrogé là-dessus, c'est la même chose. Ce n'est jamais que divers mots pour parler de ce truc-là, ce qui nous attire vers l'autre, ce qui nous attire vers la sexualité, c'est-à-dire une mise en acte de cette différence qui, comme la différence entre le pôle plus et le pôle moins dans une batterie, fait circuler un courant. Mais encore une fois, ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une métaphore. Je sais qu'il y a un courant de la psychologie, entre guillemets, ou du développement spirituel, entre guillemets, qui parle beaucoup des énergies qui circulent, comme si ces énergies étaient matérielles, comme s'il y avait un fluide tel que l'électricité. Bon, mais ce n'est pas le cas du tout. Enfin, moi je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est juste, encore une fois, des métaphores pour pouvoir parler de ce qui nous meut, de ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous émeut. Parce que ce qui nous meut, c'est ce qui nous émeut. Si ça ne nous émeut pas, on reste le cul sur notre chaise. On ne voit pas l'intérêt d'aller vers quelque part. Hein. À propos de cette eau, énergie, là je repense à un rêve d'eau, j'en ai souvent, où je suis dans le grand hall de je ne sais quoi, un local quelconque, et il y a une femme qui passe la serpillière. Donc le sol est mouillé, et moi je voudrais sortir, mais pour sortir il va falloir que je passe dans le mouillé, et la femme me dit, mais non, passez pas dans le mouillé, passez donc par derrière. Alors je sors par la porte de derrière, et je cherche à retrouver ma voiture sur le parking, et je m'aperçois que là il y a une rivière qui est en train de déborder, et qui va me submerger si je ne fais pas attention. Donc je calcule un petit peu mon chemin pour essayer de passer à un endroit où je ne vais pas me faire submerger. Alors le mouillé, surtout s'il est répandu par une femme, c'est évidemment le désir sexuel féminin. Surtout qu'en plus elle manie un balai-brosse, c'est-à-dire un phallus. Et pour m'éviter, c'est-à-dire c'est moi qui l'anime, cette femme dans mon rêve, c'est un de mes personnages. Donc pour que je m'évite la confrontation avec son sexe mouillé, c'est-à-dire avec son désir d'une part et avec la castration d'autre part, eh bien elle me fait passer par derrière. Autrement dit, elle me demande une sodomie. Mais en fait là, le rêve inverse les choses, c'est-à-dire je sors au lieu de rentrer. Seulement, au lieu d'éviter ce que je pense être ce qui se passe sur le devant, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose, eh bien, sur le derrière, il y a une rivière qui déborde, c'est-à-dire c'est pire. C'est plus seulement le sol qui est mouillé, c'est la rivière qui déborde. Et cette rivière, dans mon rêve, me fait penser au Dolaizon, qui est la petite rivière qui traverse la ville du Puy, où j'ai passé mon enfance. Autrement dit, ça me ramène à des choses qui se sont passées dans mon enfance. Ce n'est pas seulement ma situation actuelle avec les femmes, c'est ce qui a pu se passer peut-être à l'époque, mais j'en sais plus rien. Ça me réapparaît seulement sur cette histoire d'une rivière qui déborde. Alors la caractéristique du Dolaizon au Puy, c'est qu'on le voit passer devant l'église des Carmes, et tout de suite après, il s'enfonce dans un tunnel, et pouf, on ne le voit plus. Ça correspond à une certaine mode urbanistique qui a bien dû commencer au XVIIIe siècle, où on enterrait les rivières sous les villes, parce que ça prenait de l'espace, parce que on n'avait pas besoin de ça. J'ai l'exemple de la Bièvre, par exemple, à Paris, enfin autour de Paris. J'ai fait plusieurs randonnées aux sources de la Bièvre, où je longe effectivement un cours d'eau, mais arrivé à Paris, pouf, il n'y a plus de Bièvre. Jusqu'à la Seine, c'est complètement enterré.
Bon, comme les pensées relatives à la libido et au débordement possible. Alors, pour faire image, il se trouve que j'ai fait une rando il n'y a pas longtemps sur un tronçon de la Bièvre qui a été restitué à l'état ancien. Parce qu'auparavant, je me promène le long de la Bièvre, elle est toute droite, bon, oui, elle est comme ça fait partie du paysage. Et c'est en me rendant compte de l'état qu'elle est, où elle est dans la façon dont elle a été remise dans son état primitif, que je m'aperçois que ce cours tout droit, en fait, c'est une canalisation. C'est un artefact humain. Quand on remet à l'état ancien, ça fait des méandres, ça fait des marais, ça fait des zones humides, c'est sur une zone beaucoup plus vaste. Et, m'a-t-on expliqué, ça permet d'éponger les inondations. Alors que quand c'est canalisé, ça déborde très vite. C'est une très belle image de ce qui se passe pour la psyché humaine, à savoir que quand on canalise trop, à savoir je veux être droit dans mes bottes, moral, éthique, tout ce qu'on voudra, et donc je ne veux surtout pas entendre parler d'inceste, puisque c'est la chose qui me titille le plus, et donc j'enterre la rivière, et je la canalise, sauf que du coup, ça risque de déborder à n'importe quel endroit, sous forme de n'importe quel symptôme. Par exemple, migraine, en ce qui me concerne, je peux en parler, mais ou difficultés relationnelles avec les autres, et tout ce qu'on voudra. L'image, l'association qui aime bien, c'est sur le quotidien avec mes enfants, sur la question de comment, quand je canalise en tant qu'adulte trop, quand je rigidifie, ça déborde des fois le comportement des enfants autour. Quand je veux maîtriser tous les contours de ce qu'ils font. Quand je leur laisse la position de sujet et que j'arrête de les exclure, parce que canaliser comme ça, mes enfants, c'est finalement les exclure en tant que sujet. Je parle du trop, hein. Quoique non, canaliser, c'est même tout. Et que quand je suis plus à être dans une relation de sujet à sujet avec eux, je me rends compte que c'est beaucoup plus doux et que l'écosystème est beaucoup plus sympathique. Alors un exemple, sur la question du coucher ou du manger, les repas. Quand je veux canaliser, là je vais vous parler de la plus petite, mais c'est encore vrai du plus grand quand il était plus petit finalement. C'est la question des repas, sur quand on mange, on est à table, à l'heure des repas, on est à table, on mange de tout. Quand j'ai pu pratiquer ces choses-là avec mon grand Hugo, souvent, et du coup aussi avec Zoé, j'avais des confrontations avec un enfant qui boute comme ça, qui jette la cuillère, qui n'a pas envie. À partir du moment où je lui ai expliqué, en tout cas moi pour vivre, j'ai besoin de manger, j'ai besoin et que en tant que grande, en tant qu'adulte, j'ai un peu plus de pratique qu'eux de la vie. Je peux leur dire aussi, de leur signifier que j'ai une expérience là-dessus et leur en parler. Et quand j'ai lâché sur c'est l'heure de manger, et s'il n'y a plus de soucis, d'engueulade ou de choses comme ça autour des repas. C'était beaucoup plus doux et ils vont bien et ils mangent. Suivant les âges, ils ne mangent pas de tout, mais ils arrivent à manger. Par exemple, Hugo mange des choses qu'il ne mangeait pas quand il était plus petit et inversement. Moi, j'ai vécu la même chose. On m'a forcé à manger du taboulé, petite. Je détestais le taboulé, mais ça me donnait vraiment la nausée, en fait, physiquement, à manger cet aliment. Adulte, j'adore ça. Donc c'est aussi ça qui m'a fait dire fous la paix à tes gosses et puis fais-leur confiance. Arrête de vouloir maîtriser, canaliser. Et je pense que cette idée de canalisation, ça rejoint aussi la question du protocole qu'on peut voir parfois en vie de veille, par exemple sur un collectif humain. Quand on vit dans un même lieu, par exemple ici, en 97, on en a parlé d'ailleurs hier, c'est comment on s'organise pour le ménage. Le ménage, ça revient d'une manière assez régulière. Alors, est-ce qu'on fait un planning ménage ? Est-ce qu'on fait confiance aux gens ?
Puis assez rapidement arrive le ouais, mais j'ai trouvé une tasse qui n'était pas lavée, alors on va faire un protocole pour éviter que ça déborde. En tout cas, dans l'idée, c'est un peu pour ça qu'on fait les protocoles. Et au final, de faire ces protocoles-là, ça amplifie les débordements. Alors que si on prend le tour inverse dans ce collectif et qu'on permet d'avoir un lieu, un temps où les gens peuvent dire moi, pour bien vivre dans ce lieu, j'ai besoin que les tasses soient lavées, que l'autre sujet puisse le prendre en compte. Là, on obtient une image différente et une organisation différente qui réintroduit le sujet, je crois, au milieu du collectif. Voilà. Oui, c'est vrai que le collectif a ses exigences, mais qu'il ne s'agit pas que toutes les exigences du collectif écrasent le sujet. C'est ça. Tu me fais penser à ces périodes de l'histoire, par exemple l'Inquisition, où il était hors de question de ne pas croire en Dieu, et ce Dieu-là est dans ces normes-là, parce que à tel endroit c'était le catholicisme, à d'autres endroits c'était le luthérianisme, et on se massacrait grandement les uns et les autres, parce que les autres n'avaient pas le droit de penser ou de dire ce qu'ils voulaient. Bon, c'est juste une période de l'histoire comme ça, mais en fait ça ne cesse de se reproduire dans toutes les périodes et dans toutes les places de la planète. Tellement on a de mal, tellement le collectif, allez non je vais le dire autrement, tellement les sujets ont du mal à s'orienter dans la vie, qu'ils en viennent à adopter une orientation qui leur est dictée par l'extérieur, par le collectif, et que du coup, sachant le sacrifice de sujets qu'ils ont fait pour se mettre à la norme du collectif, ils ne supportent pas que d'autres puissent faire d'autres choix. D'où les massacres. Donc ça peut être très violent. Ça peut être très violent simplement à l'intérieur d'une famille, comme tu le dis, ça peut passer de quelque chose de violent à quelque chose de beaucoup plus doux. Là, chaque famille trouve ses arrangements, mais ça peut quelquefois être très violent. Alors, ce qu'il y a de commun dans nos rêves, là, c'est, outre l'interdit de l'inceste qu'on a remarqué, c'était cette histoire justement de représentation du sujet. Le sujet exclu par la science, et même exclu par la psychanalyse, revient, c'est même pas de notre fait. Ce n'est pas un choix idéologique. On dit tiens, c'est dégueulasse, le sujet, il faut lui redonner sa place. C'est pas ça du tout. C'est que à travers les rêves, le sujet s'impose. Et notamment dans des formes comme l'imprimante, le film, l'appareil photo, l'écriture d'un roman. Ça peut arriver dans un rêve comme ça. Je suis un écrivain, j'écris un roman. Le château. Le château. Alors le château, c'est déjà le machin tout fait, ce qui représenterait plutôt le moi, tandis que le sujet est celui qui construit. C'est celui qui va imprimer, c'est celui qui va faire le film, c'est celui qui va faire les photos, qui va faire les peintures. Celui qui est en train de faire, en quelque sorte. Et j'ai eu une époque où j'ai beaucoup rêvé de machines, énormes machines, petites machines, tout ce qu'on veut, mais aussi d'usines carrément, où j'avais fini par y comprendre que c'était des représentations du sujet moi, en train de me construire, c'est-à-dire de construire une représentation de moi et de toutes les représentations dont j'avais besoin pour être moi. Avec le temps, je dois dire que ces représentations de machines et d'usines ont plus ou moins disparu au profit de représentations de moi en train de faire, en train de créer, comme dans le rêve que je vous ai raconté des châteaux de la Loire, où à l'intérieur de l'utérus de ma mère, je prends un pinceau et je fabrique des représentations. J'ai admis, j'ai réinclus en quelque sorte l'image du sujet dans la fabrication du sujet en train de se fabriquer lui-même. Ça, du coup, j'ai aussi la même chronologie, avec au départ beaucoup d'engins de chantier qui me représentent en train de construire quelque chose, et progressivement, moi, en train de filmer ou de faire un film. Donc ça rejoint aussi ce que tu décris.
Voilà. Par contre, dans les rêves, malgré le fait que le sujet il se réintroduise comme ça, comme on le voit, il y a quand même toujours un truc qui manque pour le sujet, c'est la représentation de comment il a été conçu. C'est quelque chose qui, en tout cas, moi, dans mes rêves, revient de manière assez régulière. Tu veux dire un mot? Non, j'y vais. Vas-y. Du coup, je vais donner une image de ce que je viens de vous dire par un rêve, tout simplement. Je suis dans une maison, en fait, je suis dans la maison de mes parents, dans ce rêve-là, dans la cuisine. Le frigo est plein, le repas est servi. Et mon père passe, il doit partir à la chasse et il va sur la terrasse retrouver ma mère où ils font finalement un barbecue. Ils cuisent des saucisses sur le barbecue. Et moi, je me sens d'une extrême solitude dans ma cuisine, mais très 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 seule. Donc, je commence à prendre un crayon, du papier, puis j'essaie de préparer un SMS à envoyer à des copains en disant t'es là, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que t'es dispo, mais le SMS finalement ne part pas. Et le rêve se termine comme ça. Alors, mon père qui part à la chasse, dans la réalité de Vidveil, c'est un chasseur, mon papa. Donc j'ai été élevée dans une famille de chasseurs, donc je l'ai réellement vu partir à la chasse très souvent le week-end. Donc ça vient picorer cette image-là dans ma vie de veille. Mais un chasseur, il va tirer. Et il y a cette idée d'aller tirer un coup. Et là, en l'occurrence, il va tirer qui? Ma mère, avec ses saucisses sur le barbecue. L'allusion sexuelle, elle est sur le barbecue dehors. Et moi, je rêve très, très, très régulièrement d'être dans la cuisine de chez mes parents ou dans une cuisine avec des plats énormes, voilà. Et je me suis rendu compte que ça, en fait, c'est quand j'étais dans le ventre de ma mère. Parce que pendant 9 mois, j'avais la bouffe gratos, tout simplement. Et le repas qui se faisait là. Donc là, dans ce rêve-là, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la topologie qui se met en place, où moi, je suis dedans. Je suis dans la maison de mes parents en plus. Donc c'est ça qui vient renforcer cette association, que c'est le ventre de ma mère. Qu'au dehors, du coup, ils sont en train de faire l'amour sur la terrasse. Et moi, je vois ça, et du coup, alors d'une part, on retrouve la question de l'exclusion, dont je disais tout à l'heure, mais j'étais exclue de cette scène tout simplement parce que je n'étais pas conçue. Donc je l'ai reconstruite a posteriori, mais il y a ce sentiment d'exclusion qui reste et qui demeure. Il y a mon rêve qui change un barbecue, c'est socialement admettable, c'est bien le barbecue, ça se passe bien. Je peux pas. Mon rêve, il n'a pas mis en représentation, sans censure, mon père et ma mère qui sont en train de faire l'amour. Il a pris un biais parce que c'est dans une tête de petite fille, c'est papa qui rentre dans maman, mais il va faire quoi? Est-ce que ce qu'il a au bout, ça va rester? Est-ce que ça va rester dans le trou ou pas? Il y a toutes ces questions-là en corollaire qui se mettent en place. Et cette scène-là, ce que j'appelle une scène primitive, du coup, une espèce de reconstitution de ma naissance, parfois, et là, ça pourrait être le cas, d'ailleurs, ma mère, c'est moi qui l'anime, ça pourrait tout à fait être moi aussi qui soit ma mère, je peux m'identifier à ma mère dans ce moment-là, c'est compatible. Ces scènes, je les retrouve tout le temps et ça vient compléter la manière de me représenter. Là, c'est une représentation de mon origine. Donc finalement, c'est juste une représentation de moi, mais de comment je suis arrivée. Voilà ce que j'avais envie d'en dire sur cette question. Tu veux parler de conception? Voilà, de me concevoir en tant que sujet, pour le coup. Et je me récupère encore plus ma fonction de sujet par l'intermédiaire de ces représentations que me sert mon rêve. Voilà. Non seulement j'ai fait des centaines de rêves où je pourrais dire que l'interprétation était celle-là, mais j'ai eu effectivement des rêves où mes parents sont en train de faire la cuisine.
et moi je suis là à côté et je les regarde faire. Alors effectivement, quand j'étais petit, ma première demeure, après le ventre de ma mère, ça a été un petit berceau au pied du lit de mes parents. Et j'imagine, parce que je n'en ai pas le souvenir conscient, que j'ai pu me réveiller la nuit et par des bruits par exemple, et puis me dresser debout pour voir un petit peu ce qui se passait, et j'ai peut-être bien pu voir mes parents en train de baiser. Bon, j'en sais rien, c'est qu'une reconstitution après coup, mais en tout cas mes rêves me le disent, comme si ça avait eu lieu. Donc ça a eu lieu au minimum dans mon imaginaire, c'est-à-dire que j'ai besoin, comme toi, de me faire une représentation de mon origine. Parmi le faire des représentations des châteaux de la Loire tout à l'heure, mais le château finalement c'est moi, et finalement, si je construis une représentation du moment de ma conception, alors c'est moi-même qui me conçois. Et c'est se concevoir soi-même à ce moment-là, pour moi, c'est prendre la place de mon père pour niquer ma mère et l'ensemencer de qui? De moi-même, évidemment. Donc ça, évidemment, ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais avec cette vérité, je dirais, du sujet qui, sachant qu'il n'était pas là au moment de sa conception, a besoin, néanmoins, de se fabriquer une représentation de ce moment-là comme s'il y avait été quand même. C'est une constante dont je m'aperçois par le simple partage de nos rêves. D'où l'intérêt de ces partages, parce que de scènes primitives, j'en ai pratiquement jamais entendu parler dans les écoles. La dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était sous la forme suivante. Il est bien connu que seuls les psychotiques ont accès à leurs scènes primitives. Ah d'accord. Bon nous sommes informés, nous sommes psychotiques. Mais enfin bon, des conneries de ce genre, il en circule des dizaines. J'ai effectivement répliqué à ce moment-là, c'était dans un colloque, écoutez, je dois être psychotique parce que moi, ma scène primitive, c'est presque toutes les nuits. Mais c'est dire à quel point les écoles, à mon avis, se sont éloignées de la pratique de la psychanalyse et de ce qu'on peut trouver dans l'inconscient. À la base, c'est Freud qui, le premier, avait employé ce terme de scène primitive à propos de l'homme loup. L'homme loup avait fait un cauchemar effroyable où il voyait Saint-Loup blanc sur un arbre. Saint-Loup blanc qui le regardait fixement. Et Freud, qui avait sa petite idée en tête, a vraiment fait le forcing auprès de l'homme loup en lui posant des questions, question après question, pas à pas, pied à pied, et même en lui faisant un ultimatum. Si vous ne me donnez pas une réponse avant tant de temps, je ne sais plus combien il avait dit, 3 mois ou 6 mois, alors j'arrêterai l'analyse avec vous. Bon, ça n'a pas marché. Hein. On ne fait pas de l'analyse sous contrainte. Freud, parfois, faisait des conneries aussi. Parce qu'il voulait obtenir la confirmation de ce qu'il avait dans la tête, ce qu'il avait déduit lui-même, c'est que les loups blancs, blancs pourquoi? Parce que c'était, dit-il, les chemises de nuit de ses parents que l'homme loup avait surpris en train de faire l'amour. Le regard fixe des loups qui avait tellement effrayé le rêveur, l'homme loup lui-même, Freud l'interprète comme le regard de l'enfant qui regarde ses parents en train de faire l'amour, lieu dont il est exclu. D'où le fait que ça revient dans un rêve et que ça fait cauchemar. Bon. Sauf que c'est les déductions de Freud, c'est pas celle de l'homme loup. Et c'est là où je suis plus d'accord avec le père Freud. Quand il dit dans la Traumdeutung, il faut confier au rêveur l'analyse de son propre rêve, là il ne le fait pas. Bon, tout le monde est comme ça, on dit noir un coup, on dit blanc le lendemain, ça arrive, c'est comme ça, mais il faut savoir suffisamment d'esprit critique pour à la fois s'en rendre compte chez les grands auteurs, et si j'ai pu m'en rendre compte chez les grands auteurs, c'est peut-être tout simplement parce que je m'en suis rendu compte chez moi-même.
puisque j'ai raconté comme Lacan pendant des années, c'est-à-dire l'inconscient est structuré comme un langage, et que maintenant je dis plutôt l'inconscient est structuré comme la famille et la sexualité. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas intéressant là qu'on montre les images de la rondelle à ce moment-là ou c'est après? Je ne sais pas. Tu sais pas? Est-ce qu'on peut peut-être faire une pause? On peut faire une pause. Pour laisser la parole à notre nombreux auditoire qui a peut-être quelque chose à dire, voire des questions à poser. C'est bien ça. Ou des... Voilà. Moi je disais, j'en avais, en entendant les rêves, je brûlais de poser des questions à certains moments et d'intervenir. Mais j'ai bien aimé, enfin j'ai retenu un truc, c'est que dans plusieurs rêves que vous avez décrits, vous étiez l'imprimante, vous étiez, en fait, c'était un discours avec soi-même, en fait. Et j'aime bien cette approche-là, et je pensais que chez Freud, en fait, c'était pas, il n'y avait pas cette approche d'être tous les personnages ou d'être tous les objets ou que ce soit un dialogue avec soi-même. Donc ça m'a, ça me parle pas mal, et ça m'a aidé à comprendre certains de mes rêves. Après, j'aurais dû noter les questions. Je crois que j'en ai noté une. Si t'en as une, si t'as une question, je vais regarder. Non, alors du coup, moi là, avec la dernière intervention de vous, Richard, je me disais, oh là là, mais ça doit être balèze quand même de pas interpréter pour l'autre. Enfin, je me dis comment c'est possible qu'il n'y ait pas d'association de votre part à l'écoute de rêves de certains de vous, enfin et même de tous de vos analysants. Je me dis enfin, est-ce que du coup il y a une interprétation qui arrive de votre part que vous refoulez, j'en sais rien, ou vraiment, enfin c'est de l'écoute sans analyse derrière, quoi. Excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée. Mais je vais y répondre. Oui. En fait, d'avoir fait tout ce travail pour moi-même m'amène effectivement à entendre autrement les rêves qu'on me raconte. C'est-à-dire à les entendre avec le background que j'ai de l'interprétation de mes propres rêves. C'est-à-dire quelqu'un me dit quelque chose, j'étais avec mon vélo quelque part, moi j'ai tellement rêvé de vélo, je sais que le vélo c'est mon phallus, j'ai tendance à dire, ah oui c'est son phallus. Seulement je ne le dis pas. Ça serait faire de la projection. La projection elle fonctionne déjà dans ma tête, mais je la contrôle. Mais ça me sert pour poser la bonne question au bon moment. C'est-à-dire genre, tiens, votre vélo, c'est quoi votre vélo ? Qu'est-ce que vous en faites de votre vélo ? Vous le placez où, votre vélo ? Bon, il y a des gens comme ça qui me répondent, ouais, dans mon garage. Ah bon, le garage, c'est quoi ? Enfin, et ainsi de suite, quoi. Alors, il y a ceux qui trouvent tout de suite, bah oui, le vélo, je le mets entre les jambes, c'est le phallus, quoi. Mais ça peut être autre chose. Donc, je me laisse surprendre par ce que la personne va dire, sachant que moi, de toute façon, je n'aurais fait que poser des questions, et les questions les plus ouvertes qui soient. C'est-à-dire, je pourrais dire aussi, vous ne pensez pas que le vélo, c'est votre phallus ? Non, là, c'est comme si ce n'était pas une question. C'est bazarder l'information. Mais juste demander qu'est-ce que c'est que pour vous, le vélo, là, ça peut marcher. Alors, je ne suis pas parfait, et il peut m'arriver quelquefois de laisser aussi dans mes questions glisser quelque chose de je m'interroge à chaque fois sur ce que j'ai fait, sur ce que j'aurais dû faire, pas le faire. Il m'est arrivé de laisser échapper carrément une interprétation quelquefois, parce que ça me venait comme ça. Mais c'est le plus souvent, quand ça m'arrive comme ça, c'est quand j'ai vu quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, et que je connais la personne par cœur, je dirais, et que ça me sort. Mais après la séance, je me dis quelquefois, j'aurais peut-être pas dû. Voilà.
Mais quelquefois, je me dis aussi, ah ben c'est sorti, mais je vois les résultats après, et c'était super bien. Parce que c'était quand même pas de moi que ça venait, c'est parce que je suis complètement imprégné de l'histoire de la personne. Donc je reconnais que c'est des dérapages, qui vaudraient mieux que pas, mais quelquefois quand ça dérape, c'est-à-dire que ça vient pas du sujet qui croit savoir à la place de l'autre, mais plutôt mon inconscient qui laisse sortir quelque chose à ce moment-là, qui lui vient, et qui peut être une connerie après tout, mais qui peut être aussi, qui peut tomber juste. Mais de toute façon, je suis jamais du genre à dire non, votre inconscient il dit ça. Si la personne me dit non, mais là, ce que vous me dites, je suis pas d'accord, eh ben, je l'entends, on discute. Hein, c'est un dialogue, c'est pas l'analyste qui sait, l'analysant qui sait pas et qui doit s'inclure dans les rouages de l'analyste comme dans les rouages de l'ensemble de la psychanalyse pour vérifier les théories d'un tel ou d'un tel. Ça, en aucun cas, c'est ça. Par rapport à... Oui, il a lu. Par rapport à cette question, c'est une difficulté majeure pour moi d'arriver à poser cette question que tu décris suffisamment ouverte pour que le sujet en face puisse continuer à parler, tout simplement. C'est lui donner la possibilité de continuer à parler de lui. Et moi, des fois, c'est compliqué. Et du coup, des fois, je me tais et je suis en silence. Et ça s'apprend, je crois. Déjà avec notre propre analyse, mais ces échanges-là me sont précieux parce que du coup, ça me donne aussi des billes pour pouvoir justement construire ces questions. C'est pas non plus complètement sur le vif. Je crois que ça naît de ces échanges-là et d'un travail long et rigoureux sur ses rêves, sur soi. Et en termes de langage, de lien avec l'autre aussi. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à la question. Alors du coup, ça fait un bon lien avec la question que j'avais. C'était donc j'ai entendu les rêves, le lien avec la libido, avec ce qu'on peut vivre dans l'enfance. Et moi, je cherche toujours à raccrocher à l'accompagnement de la personne en fait qu'on a en face de soi. Et comment on fait le lien en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, est-ce que juste le simple fait d'interpréter ses rêves, ça fait cheminer, ou est-ce qu'il y a un autre travail du psychanalyste qui permet à la personne de se sentir mieux en fait? On parlait tout à l'heure d'autistes qui se mettent à parler ou qui se mettent à marcher. On parlait de gens qui arrivent avec une douleur, une souffrance. Et comment on fait quel est le lien entre le rêve et cette analyse de rêve et le mieux-être de la personne en fait? Je commence, puis je te donne le bâton de parole ensuite. Moi, dans ma pratique, ce que j'ai pu observer, c'est que à plus j'allais en connaissance de comment moi je fonctionnais, à moins je projetais sur l'autre et du coup à plus je considérais l'autre en face de moi comme un sujet. Et la clé des accompagnements, pour moi, elle a été là, c'est quand j'ai réellement considéré l'autre comme un sujet et pas comme l'objet d'accompagnement qui m'a été confié. Et là, j'ai vu des choses fantastiques. Et en même temps, ce basculement pour considérer l'autre réellement comme un sujet, pour moi, ça a été un vrai chemin. J'ai fait quelques tours dans mes godasses parce que je pensais que j'y étais arrivée, que voilà. Et je continue à faire ce tour en permanence, en fait. Et dans l'accompagnement, pour moi en tout cas, c'est là que ça se situe sur bonjour Jean-Pierre, bonjour Paul, bonjour. Et ça commence par la présentation. Souvent, j'ai connu des gens qui venaient qui me disaient bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis bipolaire. Il est bien évidemment que c'est un exemple, que Jean-Pierre n'existe pas, mais ça rimait. Et moi, je réponds. Mais de quoi? Ou la bipolarité n'existe pas. En tout cas, voilà. Mais moi, je répondais bonjour. Moi, c'est Christine Dorny. Et tout mon travail, il était d'accompagner Jean-Pierre à pouvoir parler de lui
et se réapproprier en tant que lui. Alors l'exemple du Christine Dornier, c'est l'image de ce que je suis, parce que je ne suis pas que mon prénom et mon nom, ça compte dans mon histoire. Donc c'est une image que j'emploie, une métaphore ou un collage, je ne sais pas. Mais c'est bien à cet endroit-là que je travaillais, ouais. Je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est que je peux me rappeler mes débuts de carrière où j'avais tendance à écouter les gens avec ce que j'avais appris à la fac. J'avais beau être en analyse, j'étais analyste depuis pas assez longtemps, donc je me connaissais pas, on peut pas dire. Et je remplaçais cette connaissance de moi par la connaissance qui m'avait été amenée par l'université. Et je me rappelle que ça marchait pas du tout. C'est-à-dire que je me sentais pas plus à l'aise que ça. J'étais sans arrêt en train de me dire, mais est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai bien appliqué la bonne théorie? Est-ce que j'ai bien appliqué la bonne formule? Alors que la psychanalyse ne s'applique pas. Vraiment. Et avec le temps, je reprends exactement ce que dit Christine, plus je devenais sujet, plus j'avais confiance en moi, en fait, à écouter la personne sans penser me tromper, ou bon, comme je dis tout à l'heure, il peut m'arriver de faire des conneries, mais j'assume. Ça fait partie de moi. On ne peut pas demander de moi que je sois le psychanalyste parfait, puisque je ne suis pas le psychanalyste, je suis un sujet. Je suis Richard Abibon. Bien sûr, je suis dans cette fonction de psychanalyste, mais dans cette fonction, je ne disparais pas. Là aussi, c'est une différence fondamentale avec le lacanisme, Lacan et le lacanisme. Pour Lacan, il n'y a pas de sujet psychanalyste. Le psychanalyste, il se fait l'objet de son analysant. L'objet cause du désir de son analysant. Donc il disparaît. Et ça se dit dans d'autres formules. Par exemple, il n'y a pas de contre-transfert. Le contre-transfert étant les sentiments que pourrait avoir l'analyste à l'égard de son analysant. Bon, chez Lacan, non. L'analyste doit être au-dessus de tout ça. Bon, ce qui fait qu'effectivement, dans les groupes de travail entre analystes, quand moi-même j'amenais mes problématiques avec mes analysants en disant ça me fait tel sentiment, ça m'a amené à telle et telle pensée, ça m'a fait rêver de mon analysant, les gens ouvraient des yeux comme des soucoupes, ils n'avaient jamais entendu ça, ce n'était pas recevable. Le sujet était exclu, le sujet psychanalyste. Alors que plus je devenais sujet, plus je me rendais compte que je pouvais entendre les rêves, par exemple, des gens. Parce que pratiquement tous les rêves des gens me font résonner un rêve que j'ai déjà fait et analysé. Alors je me méfie toujours en me disant non, ça peut être un rêve totalement original, la personne va trouver, etc. Mais parce que ça me fait résonner un rêve à moi en tête, ça me permet de formuler la bonne question au bon moment. Merci.